Les scientifiques pensaient avoir déjà résolu comment les anciens Égyptiens taillaient le granit, avec des outils en cuivre, des marteaux en pierre et des dizaines de milliers de travailleurs en train de s'épuiser. Bon. Ils ont donc introduit les données de la célèbre carrière d'Aswan dans Grok AI, s'attendant à ce que la machine confirme ce que les manuels avaient toujours dit. Elle a refusé. La réponse qu'elle a renvoyée était tellement éloignée de tout ce que les chercheurs avaient prédit qu'elle a plongé la pièce dans le silence. Parce que si l'IA a raison, les marques gravées dans cette pierre n'ont pas pu être faites par les personnes que l'histoire insiste à dire les avoir créées. Alors que voit-elle? Restez avec moi car une fois que vous l'avez remarqué, vous ne pouvez plus le défaire. La carrière d'Aswan. Sur les rives du Nil, dans le sud de l'Égypte, il existe un endroit qui trouble discrètement les scientifiques et les historiens depuis des générations. Il s'appelle la carrière de granit d'Aswan. À première vue, cela ressemble presque à rien. D'énormes blocs à moitié finis, de la pierre abandonnée, le silence plat du désert pesant sur tout. Le genre de vue qu'un groupe de touristes traverse en 5 minutes. Mais au moment où vous vous approchez de la roche, ce sentiment ordinaire se dissipe. Commencez par la pierre elle-même. Car la pierre est tout le problème. Ce n'est pas du calcaire tendre ou du grès qui s'effrite, c'est du granit. Le granit se situe à environ 7 sur l'échelle de dureté de Mohs, ce qui signifie qu'il résiste à la coupe de manière si obstinée que même avec des équipements industriels modernes, le travailler est considéré comme une entreprise sérieuse. Les personnes qui le taillent professionnellement vous diront qu'il peut sembler plus dur que l'acier ordinaire. Gardez ce fait à l'esprit, car tout ce qui suit s'appuie dessus. Maintenant, regardez ce qui est réellement gravé dans ce granit. De longues coupes courbes et fluides traversent la roche avec un espacement presque parfait. Elle semble comme si quelque chose avait roulé sur la surface dans un mouvement fluide et ininterrompu. À certains endroits, les marques se rejoignent comme des ondulations se propageant sur une eau calme. Pas de cassures irrégulières, pas de chaos éparpillé. Aucune des irrégularités et des hésitations qu'une main humaine fatiguée laisse naturellement derrière elle. Presque tout le monde qui les voit pour la première fois réagit de la même manière. Il se penche, se taisant et posant à voix haute la même question. Sont-elles vraiment vieilles de milliers d'années? Parce qu'à première vue, elles ressemblent exactement aux produits d'une machine moderne. Et cette intuition que quelque chose ici ne semble pas à sa place est précisément là où ce mystère se fissure. La vieille théorie. La vieille théorie. Pendant très longtemps, les livres d'histoire ont proposé une réponse stable et confortable. Les anciens Égyptiens, disent-ils, n'ont utilisé aucune technologie mystérieuse sur cette pierre. Ils ont utilisé du dolérite, une roche brutalement dure parfois appelée diorite, façonnée en lourdes boules et en marteaux. Les travailleurs frappaient le granit encore et encore, heure après heure, jusqu'à ce qu'il abandonne lentement sa forme. C'est encore la version enseignée dans la plupart des salles de classe aujourd'hui. L'ampleur de cela est véritablement stupéfiante. La pyramide de Khéops s'élève presque aussi haut qu'un bâtiment de 50 étages. Les historiens estiment que des dizaines de milliers de travailleurs ont traversé ces carrières, avec des chiffres souvent autour de 20 000 travailleurs, environ 15 000 tournant à travers des cars qui se chevauchent pour que le travail ne s'arrête jamais. Le travail était décrit comme impitoyable. Des hommes frappant la pierre pendant près de 12 heures d'affilée, jour après jour, pendant des mois et parfois des années, avant qu'un seul grand bloc ne se détache du socle rocheux. Sur le papier, la théorie tient debout. Mettez suffisamment de personnes sur une tâche impossible, donnez-leur suffisamment de temps, et même l'impossible commence à sembler atteignable. C'est un argument juste et il mérite du respect. Le problème est survenu lorsque quelques chercheurs ont cessé de débattre de la théorie et ont décidé de la tester réellement. Ils ont construit des répliques des outils de frappe décrits dans les manuels. Ils ont fait appel à des artisans forts et qualifiés et ont frappé de grands blocs de granit des milliers de fois, précisément comme le raconte l'histoire mainstream. Tout le monde s'attendait à ce que le granit prenne lentement cet ancien aspect. Ce ne fut pas le cas. Les marques laissées par les marteaux étaient rugueuses et inégales. Certains coups étaient profonds, d'autres à peine effleuraient la surface. Chaque coupe était différent. À certains endroits, les bords s'effritaient, à d'autres, la surface se fêlait et s'ébréchait. Il n'y avait pas d'espacement propre. Il n'y avait pas de courbe gracieuse. Il n'y avait que le désordre honnête de l'effort humain. Et ce qui a rendu l'expérience si révélatrice, ce n'est pas simplement qu'elle a échoué. C'est la manière dont elle a échoué. Plus les hommes travaillaient dur, plus la pierre devenait désordonnée. La vitesse introduisait plus d'erreurs, pas moins. La fatigue s'est installée dès la première heure.
Les prises se relâchaient, atteint l'espacement errant, parce que c'est simplement ce qu'un corps vivant fait. Ils avaient pour objectif de confirmer le manuel et au lieu de cela, ils ont discrètement réfuté la seule partie que tout le monde avait supposé être réglée. Maintenant, mettez ce résultat à côté des marques réelles d'Aswan, et le contraste est presque violent. Les vraies coupes ressemblent à celles d'un outil se déplaçant sur la pierre dans une direction constante à une vitesse constante. De longues arcs courbés, un espacement presque identique, un niveau de cohérence qui ne devrait pas exister, car peu importe à quel point une personne est habile, le corps a des limites, les gens se fatiguent, l'angle de chaque coup dérive. Ce dérivatif n'est pas un défaut, c'est de la biologie. Et pourtant, dans les marques d'Aswan, cette incohérence humaine ordinaire est presque introuvable. C'est exactement à ce moment que l'ancienne histoire et la pierre cessent de s'accorder. Lorsque les chercheurs ont accepté que la théorie standard ne pouvait pas expliquer pleinement les marques, ils ont essayé quelque chose de différent. Au lieu de s'appuyer sur l'opinion humaine ou des hypothèses héritées, ils ont confié toute la question à une intelligence artificielle et lui ont demandé de juger les preuves froidement, sans savoir quelle réponse quiconque souhaitait. Tout d'abord, ils ont construit les données à l'aide d'une technique appelée photogrammétrie. Des milliers d'images haute résolution se chevauchant ont été assemblées en modèles numériques tridimensionnels précis des surfaces de la carrière. Des modèles que vous pouvez faire pivoter, zoomer et mesurer sous n'importe quel angle jusqu'aux détails fins. Tout cela a ensuite été introduit dans le système analytique de Grok AI, configuré pour comparer les marques laissées par différents types d'outils. Et cette partie est importante. L'IA n'a jamais été informée que c'était l'Égypte. Elle n'a pas été informée des outils qui auraient pu être utilisés ou de la conclusion à laquelle parvenir. Son seul travail était de mesurer des motifs et de les comparer à des milliers de signatures d'outils, anciens et modernes, se trouvant dans sa base de données. Elle a analysé 847 coupes distinctes. Pour chacune d'elles, elle a mesuré la courbe, le rayon de l'arc et calculé l'angle auquel l'outil semblait entrer dans la pierre. Elle a mesuré la profondeur, l'espacement entre les coupes voisines et la cohérence sur l'ensemble du champ de marque. Le genre de travail minutieux qui absorberait une équipe de recherche humaine pendant des années. Et c'est exactement ce qu'une machine fait sans se fatiguer et sans vouloir une réponse particulière. Un expert humain entre à Aswan en croyant déjà au manuel. Ils s'attendent à des marteaux, donc ils ont tendance à voir des marteaux. L'IA n'avait aucun de ce bagage. Elle ne connaissait que des formes, des angles et des profondeurs, et elle les a comparés à tout ce qu'on lui avait montré. Puis le rapport s'est chargé, et un nombre s'est élevé au-dessus de tout le reste. Sur les 847 coupes dispersées dans différents coins de la carrière, la variation totale s'élevait à seulement 4,3%. C'est le nombre qui les a stoppés. En termes quotidiens, cela semble presque rien. En termes d'ingénierie, c'est proche de l'effrayant. Même un maître artisan répétant un mouvement dérivera. La main monte légèrement, l'angle change, la force varie d'un coup à l'autre. C'est pourquoi, avec de bons outils manuels modernes, une variation entre 12 et 20% est considérée comme complètement normale. Pousser vers 22% ne surprend personne. Une personne n'est pas une machine. Et pourtant, ici se trouvaient des centaines de coupes réparties dans une carrière en activité, séparées par seulement 4,3%. L'IA a signalé plus que l'espacement. Les angles d'entrée étaient également frappants de cohérence, comme si le chemin de chaque coup avait été planifié à l'avance, puis exécuté avec une discipline mécanique. Cela ressemblait moins à un ou même à des milliers de travailleurs, mais plutôt à un système unique, effectuant presque la même action à chaque fois. C'était le moment où cela a cessé d'être une simple énigme archéologique et est devenu une question difficile d'ingénierie. Si les mains humaines laissent une variation de 12 à 22% et que ces marques ne montrent que 4,3%, alors qui les a faites et qu'ont-elles utilisées? La correspondance de la machine. Une fois que l'IA a terminé de mesurer, l'étape suivante est devenue encore plus intéressante. Le système devait décider quel outil ces marques ressemblaient le plus. Il les a comparés à des milliers de profils, allant des marteaux à main aux outils de l'âge du bronze, jusqu'aux machines industrielles les plus avancées en activité aujourd'hui. Il a d'abord testé la théorie de la pierre à frapper. Le même mur est apparu. Les marques de martelage sont irrégulières par nature, la profondeur varie, les angles diffèrent à chaque coup. Les coupes d'Aswan montreraient un espacement presque égal et un motif répétitif discipliné que le martelage ne produit tout simplement pas. Alors la machine s'est tournée vers des outils modernes, et 3 correspondances ont grimpé au sommet.
La première provenait de coupeurs rotatifs en diamant, des outils dotés d'abrasifs en diamant qui tournent à grande vitesse tout en tranchant à travers la pierre, laissant des marques propres et cohérentes même sur le granit. La seconde provenait de systèmes de jet d'eau, qui taillent en la pierre à l'aide d'un jet d'eau à haute pression mélangé à des particules abrasives, appréciées pour la précision de leur coupe. La troisième, et pour beaucoup la plus troublante, était la coupe ultrasonique, où une lame vibre à une fréquence supérieure à celle de l'audition humaine, produisant des résultats étonnamment précis. Ce qui sépare les trois d'un marteau n'est pas seulement la netteté, c'est la répétabilité. Une machine ne se fatigue pas lors du 400e passage, elle ne change pas sa prise ni son angle, elle taille la 800e coupe exactement comme la première. Et cette signature, cette uniformité presque inhumaine est ce que Lai a continué de trouver dans les marques d'Aswan. Ensuite, Grok AI a publié son score de confiance, et la pièce est redevenue silencieuse. Grok AI a publié son score de confiance, et la pièce est redevenue silencieuse. La correspondance la plus proche pour les marques d'Aswan était un processus de coupe rotatif industriel. Niveau de confiance, environ 94%. Réfléchissez à cela. Et cela a signalé une chose de plus. Sur des centaines de coupes dans différentes parties de la carrière, l'angle d'entrée variait de moins de 2 degrés, tant de marques à tant d'endroits séparés, et l'outil rencontrait la pierre presque exactement au même angle à chaque fois. Maintenir ce genre de cohérence à la main est considéré comme presque impossible. C'est là que le sol s'est ouvert sous les scientifiques, parce que les machines qui correspondent le plus à ces marques, les systèmes rotatifs en diamant, les jets d'eau à haute pression, les coupeurs ultrasoniques, sont tous des produits de l'ère industrielle moderne. Il n'y a aucun enregistrement, aucun fragment, aucun murmure d'une telle technologie dans le monde qui aurait soi-disant construit cette carrière. D'un côté se trouve l'histoire, insistant sur le fait que seuls des outils en pierre simple existaient un temps. De l'autre côté se trouve une IA disant que les preuves ressemblent à la production d'un processus industriel contrôlé. L'écart entre ces deux déclarations est toute l'histoire et il est sur le point de s'élargir. Les plus impossibles. Il y a un détail à Aswan que presque personne ne prend le temps d'examiner. Et honnêtement, c'est la partie qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Éparpillés sur le site, il y a des puits profonds et étroits qui plongent d'environ 30 à 50 pieds droit vers le bas, beaucoup ne mesurant que 3 à 4 pieds de large à l'entrée. Vu d'en haut, ils ressemblent à de simples trous, mais au moment où vous étudiez les parois à l'intérieur, l'image change. Sur ces parois de puits se trouvent les mêmes coupes courbes, uniformes et en spirale que celles trouvées dans la carrière ouverte au-dessus. Même profondeur, même motif, même forme, et c'est exactement ce qui trouble les personnes qui les étudient. Parce que réfléchissez-y, si l'ancienne théorie est correcte et que cela a été accompli en balançant de lourds marteaux en dolérite, un travailleur a besoin d'un véritable espace pour opérer, au minimum 18 à 24 pouces de dégagement, pour tirer le marteau en arrière et le frapper assez fort pour réellement briser le granit. Enlevez cet arc et vous enlevez la vitesse. Une boule de dolérite pressée contre le granit sans élan ne fait presque rien. Toute la théorie du marteau dépend de l'élan. Supprimez le mouvement de balancement et vous supprimez la méthode. Ainsi, le puits n'est pas simplement d'un espace de travail maladroit. C'est un endroit où le seul outil approuvé ne peut physiquement pas faire son travail. Et pourtant, le travail a clairement été accompli. À l'intérieur de ces puits, il y a à peine de la place pour se tenir droit, sans parler de prendre un élan complet. Du granit dur de tous les côtés. Une vraie profondeur. Une compression écrasante. Et pourtant, les marques sur ces murs sont identiques aux coupes dans les zones ouvertes au-dessus, faites apparemment sans aucune perte de contrôle ou de précision. Lorsque les données des puits ont été introduites dans Grok AI, le système a évalué la largeur de l'espace, l'angle des coupes, la dureté du granit et le dégagement qu'exige un mouvement de marteau. Ensuite, il a tiré une conclusion qui a poussé tout le débat au-delà de ce que quiconque souhaitait. Il a classé la situation dans la catégorie des impossibilités physiques en raison des contraintes spatiales. Un outil nécessitant un mouvement de balancement avant de frapper ne pourrait pas fonctionner dans un espace aussi restreint. Mais un système appliquant une force verticale directement vers le bas, sans aucun mouvement arrière, pourrait produire ces mêmes coupes, même dans le coin le plus étroit. Et cela élimine discrètement la méthode que les manuels insistent sur le fait qu'elle a été utilisée. Sous le microscope, tout jusqu'à présent concernait la surface de la pierre. La prochaine découverte est venue de l'examen de ce qui se trouve en dessous. Lorsque vous frappez une pierre dure à plusieurs reprises avec un outil lourd,
La surface se brise. Les scientifiques appellent cela une fracture. De minuscules cristaux à l'intérieur se fissurent dans des directions aléatoires. Les bords deviennent rugueux et de petites fissures s'étendent dans le matériau. Sous agrandissement, le granit martelé ressemble à un champ de bataille miniature, tout en éclats et lignes de stress. Les marques d'Aswan n'avaient rien de cela. Sous la lentille, les chercheurs ont trouvé une surface qui ne semblait pas du tout brisée. Elle avait l'air proprement coupée. En langage technique, cela s'appelle un motif de cisaillement, une frontière nette et délibérée entre la surface coupée et la pierre intacte à côté. Elle ne semblait pas frapper. Elle semblait comme si quelque chose avait patiemment séparé le matériau le long d'une ligne choisie. Et sous la coupe, il n'y avait presque aucun dommage atteignant la pierre en dessous. Si des marteaux avaient fait cela, des fissures devraient s'étendre vers le bas. Rien de tel n'était présent. Chaque bit de force semblait avoir été délivré à un point exact, et nulle part ailleurs. Puis sont venues les spirales. Sous un agrandissement plus élevé, des marques de rotation extrêmement fines sont apparues, des motifs vagues suggérant qu'un outil tournant avait parcouru le granit, tout en tournant continuellement dans une direction. Dans des échantillons tirés de parties complètement différentes de la carrière, ces spirales allaient dans le même sens. Après cela, les chercheurs ont trouvé des signes d'altération thermique, de minuscules zones sur les surfaces coupées montrant une température élevée concentrée. Pas la diffusion de chaleur qui provient de deux pierres se frottant l'une contre l'autre, mais de la chaleur immobilisée à un petit point de contact rotatif, l'empreinte de la friction sous une lame tournant rapidement. Puis sont venues les particules, des grains microscopiques de corindon, qui se situent à Shekeland à 9 sur l'échelle de Mohs et sont utilisés aujourd'hui comme abrasifs dans les disques de coupe industriels. Et à certains endroits, des structures de carbone que plusieurs chercheurs ont décrites comme ayant une forme semblable à celle du diamant. Chacun de ces détails pris isolément pourrait faire l'objet de débats. Empilés ensemble, ils cessent d'un moment de sembler être une coïncidence et commencent à ressembler à une description d'un outil. Lorsque tout cela a été introduit dans Grok Eye ensemble, les spirales, le cisaillement propre, l'absence de dommages profonds, la chaleur précise, les grains abrasifs durs, la machine a renvoyé une conclusion qui s'intégrait très bien au reste de l'histoire. Ce n'était pas la signature de marteaux ou d'outils de l'âge du bronze. La correspondance la plus proche était un processus que nous décririons aujourd'hui comme une coupe rotative abrasive industrielle en diamant. Sous la lentille, le granit n'avait pas été brisé. Il avait été usiné. La chronologie inversée. Lorsque les chercheurs ont essayé de déterminer l'âge des marques, le mystère n'est pas devenu plus clair, il est devenu plus étrange. Éparpillé à travers certaines parties de la carrière, il y a de vieilles peintures à l'ocre rouge, et le détail révélateur est qu'elles se trouvent directement au-dessus des marques de coupe. Cet ordre a son importance. La pierre a d'abord été coupée, et ce n'est que bien plus tard que quelqu'un a peint par-dessus. Lorsque ces peintures ont été datées, certains chercheurs ont suggéré qu'elles pourraient être de presque 2000 ans plus anciennes que la civilisation dynastique précoce de l'Égypte. Si les peintures sont si anciennes, les coupes en dessous doivent être encore plus anciennes, nous plongeant dans ce qui est largement appelé la période pré-dynastique, une époque où, selon l'histoire traditionnelle, seuls de petits groupes éparpillés vivaient dans la région, équipés des outils en pierre les plus simples imaginables. C'est là que cela devient réellement difficile à cerner. L'IA a comparé la géométrie des coupes à leurs âges estimés dans ce qu'elle a qualifié d'analyse de précision temporelle. Le résultat, livré avec une confiance d'environ 91%, s'est révélé complètement inversé. Plus une coupe semblait ancienne, plus elle était précise et uniforme. En avançant dans le temps vers le présent, les coupes devenaient plus rugueuses et moins contrôlées. Les marques, considérées comme les plus anciennes, semblaient les plus parfaites. Les plus récentes ressemblaient à un travail humain ordinaire. L'IA a testé ce modèle statistiquement, et selon le rapport, la relation a atteint le 99e percentile de signification statistique. Extrêmement peu probable qu'il s'agisse d'un hasard dans l'ensemble des données. Chaque civilisation que nous connaissons améliore sa technologie au fil du temps. Les premiers travaux sont rudimentaires, les travaux ultérieurs sont raffinés. Assouan raconte l'histoire inverse. Le travail le plus ancien est le plus fin, et l'habileté semble s'estomper au fil des siècles, ce qui soulève une question presque trop grande à contenir. Que se passerait-il si les personnes, dès le début, savaient déjà quelque chose que celles qui les ont suivies ont oublié ?
En lisant la pierre jusqu'à présent, le puzzle était de savoir comment les anciens coupaient le granit si précisément. Mais l'IA a mis en lumière quelque chose qui approfondissait encore la question. Quiconque a fait ces coupes ne semblait pas simplement travailler la surface extérieure. Il semblait déjà savoir ce qui était caché à l'intérieur de la pierre. Le granit n'est pas uniforme. À l'intérieur, il y a différentes bandes de minéraux, des régions plus dures, des veines faibles naturelles où la roche se sépare plus facilement. Les ingénieurs appellent cela des limites de grains et des zones faibles internes. Dans les carrières modernes, les équipes utilisent la numérisation par sonar, des enquêtes au sol et des modélisations géologiques informatiques pour trouver ces caractéristiques, puis planifier leur chemin de coupe pour suivre les lignes de moindre résistance. Beaucoup des anciennes coupes à Aswan semblent suivre ces mêmes zones faibles naturelles, comme si ceux qui les avaient faites comprenaient déjà quelles parties de la pierre étaient les plus solides, et où elles céderaient le plus facilement sans aucun équipement de scan. Couper du granit avec la bonne machine est un problème. Savoir où couper avant de commencer en est un tout autre. L'extérieur d'un bloc de granit ne vous dit presque rien sur les veines et les limites de grains cachés à un pied de profondeur. Nous avons besoin d'instruments de pénétration de sol pour voir cela. Suivre ces lignes internes à la main, à l'aveugle, et atterrir sur le chemin de moindre résistance encore et encore nécessiterait soit une chance extraordinaire des centaines de fois de suite, soit une méthode de lecture de l'intérieur d'une roche que vous ne pouvez pas voir. Lorsque Grok AI a comparé la cartographie minérale de surface au chemin de coupe, elle a trouvé une véritable relation, concluant avec une confiance d'environ 88% que les chemins de coupe semblent choisis en fonction de la structure interne de la pierre. Certains chercheurs ont commencé à l'appeler la théorie de la lecture de la pierre. L'idée que ces bâtisseurs avaient une méthode pour comprendre l'architecture cachée d'une roche avant de jamais y toucher. Et si cela est vrai, cela soulève la question évidente suivante. S'ils étaient aussi sophistiqués, pourquoi y a-t-il un énorme monument inachevé abandonné au milieu du site ? L'obélisque abandonné et les mêmes marques partout. Il y a un objet à Assouan qui fait presque tout le monde poser la même question au moment où il le voit. Si le travail se déroulait si bien, pourquoi s'est-il arrêté ? L'obélisque inachevé, considéré comme le plus grand jamais tenté, est toujours attaché au socle rocheux où il a été taillé pour la première fois, il y a des milliers d'années. Une fois terminé, il aurait pesé plus de 1000 tonnes. L'archéologie traditionnelle propose une réponse soignée. Une grande fissure est apparue dans la pierre pendant le travail. Et l'équipe l'a abandonnée. Assez raisonnable. Mais lorsque les chercheurs ont étudié de près l'obélisque, la réponse a cessé de convenir. Les marques de coupe continuent au-delà du point où la fissure s'étend. Le travail semble avoir continué après que la fissure se soit déjà formée. Si la fracture était vraiment la raison pour laquelle ils ont cessé, les marques devraient s'arrêter là. Ce n'est pas le cas. Et les marques sur ce géant inachevé sont identiques à celles trouvées dans le reste d'Assouan. Les mêmes arcs courbés, le même espacement uniforme, la même précision. Même dans les sections inférieures où l'espace de travail se rétrécit à presque rien, la qualité ne diminue pas. Alors qu'est-ce qui a réellement stoppé un projet de 1000 tonnes si soudainement que personne n'est jamais revenu pour le terminer ? L'histoire n'offre aucune réponse claire. Si ce mystère s'arrêtait à une seule carrière, vous pourriez le ranger comme une curiosité locale. Ce n'est pas le cas. Les mêmes marques, elles apparaissent encore sur d'autres sites anciens à travers l'Égypte, lorsque l'équipe a confronté les données d'Assouan au complexe de Gizeh. Spécifiquement au temple de la vallée de Képhren, l'une des plus anciennes et des plus déroutantes structures en granit du pays, les mêmes signatures microscopiques sont réapparues. Des frontières nettes, un minimum de fractures internes, de légères marques courbées suggérant un outil tournant. L'IA a ensuite mesuré la différence entre les coupes de Gizeh et celles d'Assouan directement. La variation entre les deux sites était inférieure à 5%. Différentes localisations, différents blocs, et une méthode de coupe presque identique. Lorsque Grok AI a combiné l'ensemble des données provenant de toute l'Égypte, elle a atteint une conclusion avec une confiance d'environ 89%. Cela ne ressemble pas à l'histoire d'un seul endroit. Cela ressemble à ce qu'à un moment donné dans l'Antiquité profonde, la même technologie de coupe était utilisée dans toute la région, et puis elle a disparu. Un seul atelier qualifié, vous pourriez l'expliquer. Une génération chanceuse de maîtres sculpteurs passant la technique entre quelques mains. Vous pourriez presque soutenir cela. Mais elle est la même empreinte se montrant à des centaines de kilomètres de distance sur différentes pierres, à différents sites, séparés par moins de 5% de variation, ce n'est pas un atelier. C'est une norme.
C'est le genre de cohérence que vous obtenez seulement lorsqu'une civilisation entière partage une méthode et un ensemble d'outils. Et d'une manière ou d'une autre, cette norme partagée a disparu des archives si complètement que nous avons passé des siècles à insister sur le fait qu'elle n'a jamais existé. La plus grande erreur. Alors nous y voilà face à la question qui refuse de se clore. Si le travail le plus ancien est vraiment le plus avancé, que devient la croyance confortable selon laquelle la technologie ne progresse que vers l'avant? C'est le fil sur lequel tout le domaine continue de trébucher. La théorie du marteau en pierre échoue continuellement au test. Personne n'a reproduit des marques qui correspondent à ce qui est réellement gravé dans cette carrière. Le débat refuse de se résoudre. Et beaucoup de spécialistes deviennent visiblement silencieux lorsque vous les pressez pour obtenir une réponse claire. Peut-être que notre chronologie est simplement incomplète. Peut-être qu'il y a un chapitre manquant que nous n'avons pas encore trouvé. Ou peut-être que la réponse est quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à dire à voix haute. Quoi qu'il en soit, la pierre n'attend pas que nous rattrapions. Les marques sont toujours là. Ce 4,3% est toujours là. Et elle ne demande plus de réponse à l'histoire. Cela ressemble plus à un retrait silencieux, une coupe à la fois. Au sens quelqu'un a enfin le remarqué. Alors je veux entendre votre avis. Après tout ce que nous venons de parcourir, pensez-vous qu'il s'agit d'une technologie perdue, d'une erreur de datation ou de quelque chose dont nous n'avons pas encore de nom? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis, et les théories les plus convaincantes viennent souvent de vous. Et si vous croyez que l'histoire cache encore plus qu'elle ne le dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être le premier ici lorsque la prochaine découverte refuse de rester enfouie.